Rebonjour à toi, pensée du jour numéro 209. On enchaîne les petites pensées comme je les ai ratées ces derniers jours. Deux erreurs dans cette pensée du jour qu'on va aborder, deux erreurs que pas mal de gens font avec leur travail de basse intensité, d'endurance fondamentale, de zone 2, peu importe comment tu veux l'appeler. Euh, donc déjà de manière générale, je pense que c'est un travail que les athlètes ne font pas assez, sauf peut-être dans les disciplines de sport d'endurance plutôt long où au final c'est vraiment la grande majorité du travail qui doit être effectué. Là, ça reste quelque chose de commun, mais je dirais que pour l'athlète amateur, en général, surtout pour l'athlète qui n'a pas beaucoup de temps pour s'entraîner, la justification de se dire, eh ben, j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais faire de la haute intensité pour optimiser mon temps d'entraînement. Je pense que c'est une pensée qui est commune. Je pense pas que ce soit. Alors, je pense que dans une certaine mesure, oui, ça peut être utile, mais sur le long terme, eh ben, ça va être limitant, étant donné que pour un développement continu, pour un développement optimal, il n'y a pas vraiment de choix, il faut effectuer ce travail à plus basse intensité et ça prend du temps. Et donc, j'enchaîne donc les deux erreurs qui, à mon avis, sont peut-être pas les plus prépondérantes, mais en tout cas deux des plus prépondérantes. La première, c'est de vouloir, et j'en ai été, j'allais dire pas victime, mais j'ai fait cette erreur moi-même au début, c'est de se dire, eh ben, je vais déterminer mon premier seuil et après, je vais essayer de travailler le plus près possible ou à mon premier seuil, voire même un tout petit peu en dessus de mon premier seuil. Donc, pousser l'intensité sur ces séances de zone 2, alors qu'à mon avis, on aurait tout intérêt à bah, rester un petit peu en retrait par rapport à cette mesure du premier seuil et donc plutôt viser le milieu de zone 2. J'écoutais ce matin le nouveau podcast de Peter Attia, The Drive Podcast. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est phénoménal comme podcast. Il interviewe Inigo San Milan, que j'avais eu l'opportunité d'avoir sur mon podcast il y a quelques temps. Et ils vont vraiment à fond sur la zone 2, là, sur ce podcast. Et il cite une étude que Inigo avait effectuée avec notamment George Brooks et d'autres sur l'oxydation des graisses, les valeurs de lactatémie. Et ce qui était super intéressant dans cette étude, c'est qu'ils avaient trois populations différentes. Des athlètes professionnels, ce qui est super rare à voir dans des études, parce que les athlètes pros, en général, ils n'ont pas beaucoup de temps à passer à faire des études. Il faut qu'ils priorisent leur entraînement. Et s'ils passent du temps à participer à des études, eh ben, c'est du temps qu'ils perdent en entraînement. Mais là, ben, Inigo, il travaille avec Team UAE. Et je pense que grâce à tout ça, ben, il a pu avoir accès à des athlètes de très haut niveau. Donc, ils avaient une population athlète professionnelle, une population athlète amateur entraîné et une population metabolic disease, donc dysfonction métabolique, si on veut, au niveau pathologique. Et il comparait donc l'oxydation des graisses à différentes intensités, les valeurs de lactatémie à différentes intensités. Et en gros, Peter Attia a posé une très bonne question parce que si on veut ce premier seuil, eh ben, il a communément été déterminé. Alors, ça dépend à qui tu parles et ça, je parle de toutes ces nuances-là dans ma formation que je viens de publier lundi. Euh, mais en gros, il y a plusieurs manières de déterminer le premier seuil avec le lactate et avec les mesures de lactatémie. Et une d'entre elles étant cette idée de 2 millimoles, qui est une valeur fixe et qui dit que eh ben, à 2 millimoles, eh ben, c'est ton premier seuil et c'est le cas pour tout le monde. Chose qui, à mon avis, n'est pas la plus exacte parce que deux athlètes à une valeur équivalente de lactatémie peuvent être dans des intensités relatives d'effort complètement différentes. Si on pense à quelqu'un qui a une pathologie au niveau métabolique et qui donc est peut-être même dysfonction mitochondriale et qui a une incapacité quasiment totale à oxyder les graisses, ou alors en tout cas si ça se fait à des intensités qui sont extrêmement basses, mais en quantité très basse également.
et ben on va avoir des valeurs de lactatémie qui sont déjà hautes pour commencer, hautes au repos, alors que pour quelqu'un de très entraîné, on va avoir des valeurs extrêmement basses. Donc, en tout cas, d'après ce que j'ai pu lire jusqu'à maintenant, il semblerait que de prendre une valeur au-dessus de la baseline, donc si tu prends ton lactate au repos, tu prends ton lactate à disons 0,5 watts par kilo, 0,75 watts par kilo, 1 watt par kilo. Si tu es bien entraîné, eh ben ça va être des valeurs qui vont rester très basses. Et tu prends cette base-là et par rapport à ces valeurs de base, eh ben, tu vas prendre plus 0,3 ou plus 0,5, voire même plus 1 millimole par litre comme ta détermination du premier seuil. Il semblerait que ce soit une des méthodes préférées pour déterminer ce premier seuil avec des valeurs de lactatémie. Et par contre, si tu prends ce 2 millimoles, eh ben, ça va être très différent d'une personne à l'autre. Et donc, ce qu'il disait, et ce qui mettait en avant, Peter, dans le podcast, que j'ai pas encore terminé d'ailleurs, mais que je me réjouis de terminer plus tard aujourd'hui, ce qui mettait en avant, c'est la différence entre le point où tu as l'oxydation des graisses maximale et le point où tu as ton premier seuil. Et bah, bien sûr, ça dépend comment tu détermines ton premier seuil. Comme je viens de le dire, si tu te dis que c'est un plus 0,5 et que tu étais à 0,7 au repos, et ben à 1,3 tu vas avoir ton premier seuil, alors que si tu utilises 2 millimoles fixes, et ben tu seras beaucoup plus haut. D'accord? Donc là, on va avoir des grandes différences. Mais de manière générale, si on se dit qu'en zone 2, on veut privilégier un apport maximal de l'oxygène, une disponibilité maximale de l'oxygène, pourquoi? Parce qu'on sait que si la myoglobine, qui est le transporteur d'oxygène dans le muscle, si la myoglobine est saturée en oxygène, elle a une affinité particulière pour les acides gras libres et va préférentiellement les transporter pour qu'ils soient ensuite oxydés par les mitochondries. Donc, on a tout avantage à avoir un maximum d'oxygène de présent, et il y a cette relation inverse entre les valeurs de lactatémie et les valeurs d'oxydation des graisses. On a aussi, ce que je suis en train de commencer à observer en ayant rajouté les valeurs de lactatémie à mes profilages, c'est une relation inverse entre la lactatémie et le SMO2, la disponibilité de l'oxygène, ce qui encore une fois va dans ce sens de plus tu as d'oxygène disponible, plus tu vas oxyder des graisses, pour faire très simple. Et donc, on a tout avantage à être conservateur avec cette intensité de zone 2 pour vraiment maximiser cette oxydation des graisses, pour ce qui va nous aider au niveau flexibilité métabolique, au niveau récupération, au niveau efficience, économie. Et donc, on a tout avantage à ne pas juste essayer de pousser cette limite du premier seuil en intensité, mais simplement se caler là où on a le meilleur retour sur investissement, là où on va oxyder un maximum de graisse, là où on va pouvoir durer le plus longtemps possible. Et donc ça, c'est à mon avis vraiment une erreur qui est faite, c'est d'essayer de pousser cette intensité de zone 2. Et en fait, au contraire, ce qu'il faudrait faire, c'est pousser le volume. Et j'en viens à ma deuxième erreur, c'est à mon avis, en tout cas d'après ce que j'ai appris jusqu'à maintenant, il y a une nécessité de continuer à faire progresser le volume de travail que tu effectues à ces basses intensités chaque semaine sur le long terme si tu veux continuer à avoir des progrès. À un moment donné, tu ne vas pas pouvoir simplement mettre plus d'intensité pour pallier à un manque de volume. À un moment donné, tu vas devoir passer les heures à t'entraîner dans ce domaine d'intensité pour éliciter ces adaptations physiologiques. Et donc, la deuxième erreur étant de ne pas pousser, de ne pas progresser ce volume de zone 2 au cours du temps. Et c'est clair que ça va dépendre de ton contexte, ça va dépendre de ton sport. Un crossfitter, une crossfiteuse ne vont pas pouvoir pousser la zone 2 toute l'année, ne devraient certainement pas de toute manière. Garder un certain volume minimum toute l'année, certes, et avoir des blocs de développement à certains moments clés, loin des compétitions, entre les grandes compétitions, très certainement. Donc, on en revient simplement à une périodisation du développement de différentes qualités athlétiques selon le calendrier de l'année, calendrier compétitif, qui se retrouve dans tous les sports et qui, à mon avis, doit être, et l'est déjà, hein, par ceux qui, à mon avis, font bien leur travail, mais qui pourrait être adopté par plus de monde, plutôt que de juste s'entraîner dur toute l'année et encore s'entraîner encore plus dur juste avant les grosses compétitions et s'entraîner dur tout de suite derrière aussi. Non, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire au niveau de cette périodisation générale, euh, et notamment avec ce volume de travail à basse intensité qui doit être progressé au cours du temps si on veut voir des progrès. Donc voilà les deux erreurs qui, à mon avis, doivent être adressées en premier. C'est
trop de volonté à pousser l'intensité, alors qu'on a un meilleur retour sur notre travail si on est un petit peu même conservateur avec ce travail de zone 2 qu'on va effectuer. Et deuxième erreur, ne pas progresser le volume au cours du temps pour continuer à générer ces adaptations. Donc voilà, j'espère que cette petite pensée t'aura éclairé, aidé. Si tu le savais déjà, très très bien, laisse-moi un petit like. Si tu ne le savais pas ou si ça t'aide d'une manière ou d'une autre, laisse-moi un commentaire et dis-moi comment tu penses appliquer ces différentes idées à ta propre pratique, à ton propre entraînement. Si tu veux aller plus loin sur ces idées, je te conseille d'aller voir la formation que je viens de rendre disponible lundi, qui s'intitule Comprendre les seuils physiologiques et les zones d'entraînement. Donc, comprendre tous ces concepts qui sont parfois un petit peu farfelus, souvent un petit peu compliqués à comprendre dû au fait qu'il y a tellement de nomenclatures différentes qui nous font perdre un petit peu le nord et on ne sait pas trop à quoi se tenir. Donc le but de cette formation, c'est de recadrer tout ça, synthétiser toutes les informations disponibles qui sont disponibles à l'heure actuelle sur justement ces concepts de seuil physiologique. On parle de concepts physiologiques fondamentaux, de filières énergétiques, de principes de taille, de recrutement de fibres musculaires, d'apport de l'oxygène. On parle des domaines d'intensité, on parle des seuils physiologiques, on parle de puissance critique, on parle de zones d'entraînement, modèle polarisé, 5 zones, 6 zones, 7 zones. Le but, c'est que tu ressortes avec une compréhension globale de tous ces concepts pour pouvoir les appliquer soit à tes programmes, soit à tes recherches, soit à tes entraînements. Donc voilà, je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Quoi qu'il arrive, je te dis merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je te souhaite une belle journée en ce jeudi. Je crois qu'on est le 31 mars, c'est bien ça, dernier jour du mois. On finit en beauté. Et puis je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Allez, ciao.